Bonjour. En effet, c'est Jean de Whistler, rompu, brisé. Oui, c'est un peu pour moi. Alimentaire, ouais. C'est maladie alimentaire aussi de sur le corps et sur ça. Donc c'est censé être pour c'est censé être. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais, voilà. Donc, là, à présent, dans l'enfant bleu, c'est les autres, c'est des maladies. Pas chez moi, non, mais c'est juste que j'ai pas mal d'amis, en fait, j'en ai beaucoup qui en ont souffert. Ouais, voilà, donc quelque chose de très répandu. Quelque chose de très il y en a pour les jeunes, les garçons. enfin, il y en a en anglais. C'est pas moi du tout. Ça marche pas. Un express. Parce qu'en fait, je pense que Colby doit l'avoir. Donc, il n'est pas trop loin d'ici. Donc, si on est on l'aura mais elle, c'est autre chose. Il y aura le système c'est qu'on peut faire un équilibrage finalement de la sauce par géographie. Comment ça, je sais, je t'en ai pas, il n'y a pas de système, C'est lui qui n'a pas passé les Parce que souvent, il est sur le côté. Oh oui, pour la Il y en a pour l'élément de
ça. Ça, je Ça, normalement, tu sais, on voilà, normalement, ça, je passe une thèse sur la situation québécoise Mais c'est pas vraiment pareil, c'est comme avec les dans le avec ministère du plusieurs Sport, tableaux. c'est comme Ah, c'est parce qu'il s'agit d'habiter compétence, ça c'est le temps qu'on peut faire. Ok. c'est une étude. Parce que les amis, Bonjour. bonjour. Je suis beaucoup plus à l'aise derrière la caméra que devant, devant un groupe de gens pour parler de cinéma. Mon métier premier, c'est réalisateur, mais également scénariste. Je vais un peu improviser avec vous cette heure et demie-là de discussion. Puis on va aller aussi au gré des questions et des commentaires. Donc n'hésitez pas à tout moment de m'interrompre et de me poser des questions. Ça va me faire plaisir et ça va aussi nourrir mon exposé. Je pense qu'on pourrait faire ça en deux parties. Si vous voulez, on peut un peu parler du cinéma québécois. Et je pourrais également parler de comme ma place à moi là-dedans, le profil de ce que moi j'ai, mon cheminement, parce que bon, est-ce qu'il y avait des gens qui ont vu le film Gaspard Blues hier ou ah ok, je parle à du monde qui ont vu le film, c'est super. Ok, c'est ça. Moi, disons que je ne voulais pas devenir cinéaste. Je voulais devenir journaliste. J'étais très jeune, fasciné par la culture, par les arts. À cause de mon frère, très jeune, j'ai eu accès à un monde littéraire. Bon, je dois avouer que mes parents ne sont pas du tout des intellectuels. Hein. Mon père était garagiste, ma mère était fille d'immigrants irlandais. Ma mère maîtrisait très mal la langue française. Elle disait toujours un beau patinoire. Elle n'était pas capable d'écrire mes billets quand j'étais malade. Elle les faisait écrire par les plus vieux chez nous. Donc, elle avait... et les deux, même s'ils n'étaient pas très riches, avaient une grande confiance dans le système scolaire. Et ont insisté pour que les 7 enfants aillent jusqu'à l'université. Et ça, et je pense que, bon, la gratuité des frais scolaires à l'époque au Québec, en tout cas au primaire, au secondaire, et ça coûtait absolument rien. C'était ridicule comment c'était peu cher pour aller au collège. L'université, c'est un peu plus cher. Mais je pense que c'est un des trucs fondamentaux pour la société québécoise qui a fait un bond extraordinaire dans les années 1960, cette espèce d'accessibilité-là au système scolaire. Et je pense que moi, chez nous, on est les produits de cette comment je pourrais dire, de cette accessibilité au système scolaire. Parce qu'un ouvrier comme mon père, qui avait 7 enfants, était capable de tous les envoyer à l'université. Et donc, bon, moi, quand je suis jeune, il n'y a pas vraiment de culture à la maison. Pour ma mère, la littérature, c'est Selections Reader's Digest. Pour mon père, la quintessence musicale, c'est Connie Francis. On n'écoute pas Bach, on n'écoute pas Beethoven, on n'écoute pas... mais heureusement, j'ai mon frère Guy, qui lui est curieux. Je ne sais pas où il a attrapé ça, il a une maladie, il est curieux intellectuellement. Et donc, j'ai accès à Miles Davis, Muddy Waters, Boris Vian, Zola, Steinbeck. Et soudainement, tout ça, c'est dans la maison. Et les plus jeunes, les 3 plus jeunes, on a accès à ça. Et aussi, bon, c'est Woodstock pendant ce temps-là, donc il y a toute la culture pop américaine qui rentre. Donc, mon Dieu, j'ai fait une grande boucle. Tout ça pour dire que j'ai accès à ça. Je veux devenir journaliste parce que je rêve, je me disais, un travail qui me permettrait de voyager, ça serait extraordinaire. Et je vais étudier en journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Et là, il y a un monsieur qui a joué un rôle très important dans l'histoire du Québec, mais il a également joué un rôle important dans ma vie. C'est Pierre Bourgault. Est-ce que vous connaissez Pierre Bourgault? Pierre Bourgault est un communicateur qui a fondé le regroupement pour l'indépendance nationale, le RIN, qui l'a sabordé
pour laisser passer le Parti québécois, parce qu'il a jugé que le Parti québécois avait plus de chances de faire l'indépendance. Pierre Bourgault est un orateur extraordinaire. C'est un être qui fait embarquer le Québec dans une espèce de modernité. Et à la fin, à un moment donné, il arrête sa carrière politique et il devient professeur de communication à l'Université du Québec à Montréal. Et il commence à lire mes travaux scolaires, puis il me dit « Ouais, t'écris pas mal, mais le problème, c'est que tu ne seras jamais un journaliste. Parce que tu ne veux pas raconter la vérité, tu veux raconter des histoires. Si tu veux raconter les faits objectivement, tu peux devenir un journaliste. Mais là, tu n'arrêtes pas de me raconter, d'enjoliver les choses, de donner un angle d'approche, tout ça. » Il dit « Va-t'en donc faire du cinéma. » Et là, j'arrive au cinéma et je rencontre un gars qui... C'est un peu, on est toujours un peu baveux à 20 ans. Je laisse traîner les cahiers du cinéma comme ça, de façon ostentatoire, sur ma table. Et là, il y a un gars qui passe à côté qui dit « Ah, tu t'intéresses au cinéma? » Je dis « Oui. » Il dit « Bon, ben, viens, c'est pas nécessaire qu'on reste ici, on va aller prendre un coup, on va aller prendre un pot, puis on va discuter de cinéma. » Et là, avec lui, Denis Chouinard, on a commencé, je faisais beaucoup l'école buissonnière, mais pour aller à la Cinémathèque québécoise, qui était juste l'autre côté de la rue. Et là, j'ai tout vu. À tous les jours, on allait voir, pratiquement tous les jours, on voyait les deux films. Et là, ça coûtait 2 $. Donc, on avait accès. Je dis toujours que j'ai appris de l'Allemagne d'après-guerre, en voyant l'expressionnisme allemand, comment le Japon s'est relevé de la guerre en voyant les Kurosawa, comment, c'est quoi l'Italie, à cause des films de Rossellini, à cause des films de Elio Petri, tout ça, et même comment vivre sous le communisme à travers les films de Miloš Forman. Donc j'ai eu accès à plein de cinématographie nationale, à tous les jours, de façon très, très intense. On est allé, Denis et moi, on est devenus des copains, puis on était des, il y a des gens, c'est des rats de bibliothèque, nous on était des rats de cinémathèque. Et donc j'ai appris beaucoup en regardant des films. Avant d'être un cinéaste, je suis d'abord un cinéphile. J'ai appris beaucoup. J'ai appris le langage cinématographique en regardant les films. Et là, Denis et moi, on s'est dit, bon, mais pourquoi on n'en fait pas des films? Et là, on s'aperçoit que ça coûte extrêmement cher. Et on n'a pas cette patience-là. Parce qu'il faut contextualiser. À l'époque, quand moi j'ai 20 ans, on est en 1984, c'est la sortie, je dirais, du mouvement punk et du mouvement New Wave. C'est le do-it-yourself. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Donc, Denis et moi, on regarde, on fait, mon Dieu, on a une urgence de dire des choses, puis là, on se rend compte que monter le financement d'un film, c'est très long. Avoir accès à une caméra, c'est très difficile. Après ça, il faut attendre que la pellicule soit développée, puis après ça, aller monter ça dans une salle de montage. On sait faire ça, mais on se rend compte qu'on n'aura pas la patience. Et là arrive la vidéo, qui était la réponse à l'urgence qu'on avait de dire des choses. À l'époque, pour moi et Denis, c'était pas de dire des choses, c'était de prendre la parole. On n'avait pas encore l'exactitude, comment bien articuler notre pensée. On avait l'urgence de dire des choses. Et si on se replace dans la mouvance punk, il faut avouer que c'était pas des musiciens très... les Clash, c'était pas des grands musiciens au niveau technique, mais c'était des gens qui avaient fait un mouvement. Je pense qu'on s'inscrivait un peu dans cette logique-là, assez politisée, mais dans cette espèce d'urgence de dire les choses. Et la vidéo correspond tout à fait à ce que nous, on a envie de faire. Parce que, non seulement on tourne sur du ruban. Est-ce que vous avez connu un peu les appareils vidéo à l'époque? Il y avait on appelait ça la vidéo légère, il y avait la caméra, un câble, et le preneur son traînait le caméscope. Traînait le magnétoscope. Et après ça, il y a eu le caméscope. C'est-à-dire qu'on a pris
le magnétoscope et la caméra, puis on a fait ça les deux ensemble, on les a mis les deux ensemble. Et moi, j'ai commencé, on avait le magnétoscope, la caméra, puis on se promenait. Ils appelaient ça de la vidéo légère, c'était pas léger, c'était pesant, ça n'avait pas de bon sens. Mais on pouvait tourner avec du ruban recyclé, donc on demandait à des gens, donnez-nous vos rubans une fois que vous avez fini. On tournait, on demandait à des amis qui étaient en théâtre ou à des non-professionnels, on écrivait des scénarios rapidement, on tournait. Le soir même, on n'avait pas à attendre que les laboratoires aient développé la pellicule. On voyait immédiatement, le soir même, on voyait ce qu'on avait fait. Ce qu'on voyait, pour moi, c'était pas tellement ce qu'on avait fait, mais les erreurs qu'on avait faites. Et on apprenait en faisant. On apprenait de façon empirique. En faisant, on apprenait tout de suite. Et après ça, on montait ça. On présentait, on faisait nous-mêmes nos affiches, on se promenait dans la ville, puis on accrochait ça, on trouvait un endroit, puis là, on faisait venir les gens. Là, les gens, soit ils nous ramassaient ou ils nous disaient c'est bien, mais on faisait toute la chaîne de pré-production, production, post-production, diffusion, mais à une rapidité extraordinaire. Donc, on a appris rapidement. Et je pense que la vidéo correspondait à l'ère du temps dans laquelle moi je suis arrivé, en tout cas. Aujourd'hui, je vois les jeunes avec des petites caméras comme ça, puis ils montent sur leur ordinateur. Les logiciels de montage sont excellents aujourd'hui, mais à l'époque, il faut comprendre que nous, quand on tournait en vidéo, on écrivait des histoires, c'était comme du cinéma. La seule affaire, c'est qu'on le tournait en vidéo, mais les gens dans les cinémas refusaient de montrer nos choses. Parce qu'ils nous disaient, ce n'est pas du cinéma, c'est de la vidéo. Donc, ils nous retournaient vers les galeries d'art, ou vers les centres d'art visuel. Mais nous, on disait, mais moi, je ne suis pas un artiste visuel, je suis un cinéaste, c'est juste que je tourne sur vidéo. Mais ça ne marche pas. Et nous, on disait, mais un jour, vous allez voir, on va tourner en vidéo du cinéma. Et aujourd'hui, les technologies sont arrivées à ça. Mais il y a moi, Robert Morin, Pierre Falardeau, on s'est beaucoup battu pour faire reconnaître la vidéo dans les festivals de cinéma. Au début, ils nous donnaient une section vidéo dans les festivals de cinéma. Ça voulait dire qu'on était montré dans un hall d'entrée sur une télévision grosse comme ça, pendant que les gens buvaient des bières, ils prenaient des cafés, puis personne n'écoutait ce qu'on faisait. Puis nous autres, on leur disait, un jour, vous allez voir, vous allez nous donner une salle de projection. Donc c'est ça. Moi, je vais continuer de parler de moi, puis après je reviendrai sur le cinéma québécois. Donc je dirais qu'en faisant ces petits courts-métrages-là, on a forcé la porte. À un moment donné, à force de gagner des prix en vidéo, on a forcé la porte. Denis est parti. On fait une petite vidéo qui se ramasse dans un festival à Montbéliard, qui était un festival. Romuald, tu as connu Montbéliard avec Pierre Bongiovanni, je crois, qui était un mec assez pointu, assez intelligent. Puis, mais c'était très art conceptuel. On va là-bas, on gagne un prix, mais surtout là-bas, on fait une rencontre d'un gars qui a eu une influence majeure, Robert Morin. Il y avait là-bas un hommage à un cinéaste québécois qui s'appelait Robert Morin. Et moi, je me rends compte, j'ai à Denis, j'étais là avec Denis Chouinard, on avait co-réalisé notre court-métrage ensemble. J'ai à Denis, je dis, c'est bizarre qu'il fasse un hommage à un mec que moi, je ne connais pas du tout. Et là, on regarde, on fait, mais mon Dieu, Robert Morin, 30 vidéos à son actif. Et là, on va voir le film du gars, et là, la mâchoire me décroche. C'était magnifique, son cinéma était magnifique. La seule chose, c'est que lui aussi tournait en vidéo. Ça faisait, lui, 15 ans qu'il tournait en vidéo, c'était un précurseur. Et lui, il vient voir notre court-métrage, et il aime ça. Et il dit, à Denis et moi, il nous dit, quand vous allez revenir à Montréal, venez nous voir, je vais vous filer une caméra, et je vais vous filer une salle de montage. À l'époque, lui, il y avait une Betacam, il y en avait 4 à Montréal. Pour nous, c'était comme avoir accès au Saint Graal. On avait ça, et là, j'ai dit à Denis, il faut tout de suite écrire une histoire, puis il faut le prendre au mot.
Et lui avait quelque chose, il y avait une carte cachée dans sa manche. Ce qu'il nous avait pas dit, c'est, je vais vous passer la caméra pour faire votre film, à condition que vous m'aidez à écrire le long métrage, à écrire mon scénario. Parce qu'il avait aimé notre façon de dialoguer, il avait aimé notre affaire. Mais moi, c'était tout bénéfice pour moi. J'avais jamais écrit de long métrage, je pensais jamais que j'allais le faire. Et grâce à Robert, j'apprends. Je démystifie l'écriture du long métrage. Et là, je me rends compte que c'était comme jouer au cow-boy avec un petit copain. J'aimais ça. Là, je me rends compte que j'ai une facilité à écrire. Et en arrivant, donc on aide tout de suite, non seulement on a accès à une caméra, mais on apprend à écrire un long métrage. Et là, Denis, on aide Robert à écrire ce premier long métrage-là, qui va tourner en pellicule. Le long métrage s'en va à Cannes. Donc là, nous autres, on peut marquer, on est un film qui est allé au festival, en compétition, au festival de Cannes. Ça s'appelait Requiem pour un beau sans cœur. Et là, Denis, lui, part écrire un film qui s'appelle Clandestin à Genève, sur les gens, les container people, les gens qui embarquaient dans les containers pour venir immigrer au Québec. Et moi, je reste avec un goût assez amer à dire, bon, ben, mon copain est parti, moi, je ne deviendrai pas cinéaste. Et là, je lis un fait divers dans un journal en Roumanie, qui est arrivé en Roumanie, un monsieur qui travaillait dans une morgue, on pratiquait l'acte nécrophilique, et la fille s'est réveillée. Je dis, ça se peut pas, mais j'ai lu ça dans le monde diplomatique et dans le courrier international, dans le monde diplo et dans le Libé. Et donc, je me dis, moi, il y a des gens qui trouvent ça horrible, d'autres qui trouvent ça drôle. Moi, je me dis, mais il y a quelque chose d'extraordinaire à écrire sur la rencontre improbable de ces deux personnes-là. Et là, j'écris Post-Mortem. Puis à partir de là, Post-Mortem a gagné beaucoup de prix. Et à partir de là, j'ai pu faire mes films à moi. Maintenant, ça fait 25 ans. La seule affaire que j'ai toujours aimé faire, après Post-Mortem, j'ai peut-être fait une bêtise. Les studios sont venus me voir, les studios américains. Ils m'ont dit, on va faire un remake. Et là, moi, j'ai dit non. Il a déjà fait le film. J'ai fait 2 erreurs avec Post-Mortem. Il y avait un monsieur qui s'appelait Pierre Rissian. Est-ce que ça dit quoi, Pierre Rissian, qui était sélectionné à Cannes? Et il me dit, si tu changes telle séquence et telle séquence, on prendrait le film dans la section... la première œuvre, c'est Un certain regard. Et moi, du haut de mon premier truc, je fais non, c'est mon œuvre, je ne touche pas à ça, là, là, là. Du coup, je ne vais pas à Cannes. Il faut être assez imbécile pour, franchement. Mais bon, à 20 ans, on est. Et après ça, les studios m'offrent de refaire un remake. Et puis là, je dis, vous allez faire quoi avec ça? Sandra Bullock qui va jouer Sylvie Moreau, puis ça marche pas. Moi, je pourrais vous écrire un autre film, puis là, ils font, mais on veut pas tes autres films, c'est celui-là qu'on veut. Donc, j'ai raté le train, c'est 2 fois. Mais heureusement, j'ai pas raté le train parce qu'après ça, je suis allé faire un documentaire. Et là, je me suis rendu compte que j'aimais autant ces deux langages cinématographiques très différents, la fiction et le documentaire, chacun avec ses codes, chacun avec sa grammaire. Et à ce jour, je suis incapable de savoir lequel je préfère. Je suis heureux quand j'arrête de faire un film de fiction puis je m'en vais faire un documentaire. Ça me rend heureux. C'est comme si j'embarquais dans une aventure. En fait, c'est comme si je retournais sur les bancs de l'université sur un sujet donné. Et là, j'ai à devenir spécialiste de ce sujet-là. Donc, je sais que j'ai 1 an et demi, 2 ans de ma vie à réfléchir uniquement là-dessus. Et on voyage, on rencontre des gens extraordinaires. Et aussi la légèreté du documentaire. Parce que le documentaire, c'est comme partir à la recherche. Il ne faut pas que tu ailles chercher une réponse présupposée. Il faut encore que tu ailles l'ouverture, que ça se peut que dans tes rencontres avec autrui, les gens ne te disent pas ce que tu souhaitais. Mais c'est quand même bon d'entendre ce qui est. Est-ce que c'est clair? Mais donc, j'adore faire ce genre cinématographique-là.
Puis je suis aussi encore partagé parce que des fois, je gagne ma vie. C'est très drôle, au Québec, les gens me disent « Ah, ça fait longtemps que tu n'as pas tourné. » Des fois, il y a une période de 3 ans entre mes films. Et là, je leur dis « Ouais, mais j'écris, je suis scénariste aussi. » Et c'est long d'écrire un film. Et les autres, ils pensent que j'ai rien fait entre les 2 films. Mais je dis « Mais j'ai écrit le film. Après ça, il faut le financer, ce film-là. Des fois, j'enseigne, puis des fois, je fais un documentaire. » Mais c'est comme si l'acte d'écriture n'était pas considéré dans l'acte cinématographique, alors que pour moi, c'est très important. C'est long, écrire un scénario. Puis en même temps, moi, des fois, quand j'ai fini un film, surtout la période de promotion puis de diffusion d'un film, on est fatigué. Et je suis content de me dire, voici maintenant, je redeviens écrivain. Je m'assois pour la prochaine année, je rencontre aucun journaliste, je ne vais pas sur un plateau de tournage. Il y a aussi, à 20 ans, on a une énergie sur un plateau de tournage. Maintenant, moi, je vais avoir 50 ans dans 3 mois. C'est plus difficile, un plateau de tournage. Les gens n'ont pas idée à quel point c'est exigeant sur un réalisateur. Les gens ont l'impression qu'un réalisateur, c'est quelqu'un d'assis qui dit « oui, non, peut-être. » C'est peut-être vrai, ça, à l'époque où le réalisateur était tout puissant et tout ça. Mais maintenant, on tourne avec pas beaucoup de budget. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui est pressé de questions à longueur de journée, qui se lève avant tout le monde, qui, quand les autres vont se coucher, lui prépare sa journée du lendemain. Moi, je dors en moyenne 4 heures, 3 heures, 4 heures par nuit en tournage. Et il y a aussi une espèce de crainte il y a beaucoup de pression qui vient avec l'argent. Je dis toujours que c'est un cadeau empoisonné. On est content d'avoir l'argent pour faire un film, mais à partir du moment où tu sais que tu fais ton film, il y a une pression énorme qui vient avec ça, financière, socio-économique aussi. Et là, je vais revenir à comment nos films sont produits au Québec. Je pense que je l'ai dit hier. Au Québec, les films sont produits avec les deniers publics. C'est à 100%, pratiquement à 100%, c'est fait avec l'argent de l'État, avec les taxes des contribuables. On a décidé, comme je vous disais hier, qu'il y ait un prix à payer pour avoir une culture francophone. Et ça vient avec des responsabilités. Moi, je trouve comme cinéaste, ça vient avec des responsabilités. On ne peut pas... l'acte citoyen est grand. Parce que je fais mes films, je sais que les gens ont travaillé, puis ils ont payé, puis je suis redevable aux gens publics. Parce qu'ils ont payé pour avoir ce film-là. C'est pour ça que quand je vois des jeunes qui sont dans les salles de classe de cinéma, puis je leur dis, si c'est pour le glamour que tu veux faire du cinéma, si c'est pour te la jouer, te la péter, c'est pas la bonne place. En tout cas, tu n'es pas dans le bon système. Si tu veux jouer à ça, va à Hollywood. Là-bas, l'argent est privé. C'est des gens, des studios qui mettent l'argent, donc ils peuvent exiger ce qu'ils veulent. Comment je pourrais dire? C'est pas la même charge, c'est pas le même contrat éthique que tu passes avec ton producteur. Est-ce que c'est clair quand je vous dis ça? Oui. Aujourd'hui, on vit une période un peu spéciale au Québec. Parce que, vous savez, ça va toujours avec quel est le gouvernement qui est en place. Actuellement, on a un gouvernement, bon, je ne tomberai pas là-dedans, puis je ne veux pas parler de mes valeurs à moi par rapport à tel gouvernement versus tel gouvernement. Disons simplement que là, en place, il y a un gouvernement qui est moins enclin à la culture. Hein? Soyons honnêtes, ce qui marche le plus, c'est le pétrole de l'Alberta. Tout est mis en... Et il y a de grandes coupures dans le domaine des arts. Donc, il y a une pression pour que l'art, que ce soit la musique, le cinéma, la danse, je peux vous dire qu'eux autres, c'est dur.
mais qu'on retrouve l'investissement. Donc, on cherche à faire des films grand public, des films qui vont attirer du box-office. C'est souvent la comédie ou le film d'action. Le problème, c'est que ces 3 dernières années, qu'est-ce qu'on a eu? Il y a un phénomène assez intéressant, c'est que ces 3 dernières années ont réussi, le Québec, à envoyer à l'Oscar du meilleur film étranger un représentant. Pour un petit peuple, je veux dire à 7 millions de personnes, à réussir à envoyer l'année dernière, l'année dernière, il n'y en avait pas à l'Oscar du meilleur. Il y avait 2 cinéastes québécois qui étaient pour le meilleur film, puis ben, c'était 2 films qui avaient tourné en anglais par contre. Mais avant ça, l'Oscar du meilleur film étranger, une année on a eu Rebelle, un film de Kim Nguyen, un film qui n'a pas fait plus de 35 000 $ en recettes guichet. Avant ça, on a eu Monsieur Lazare, un film qui n'a pas fait de recettes guichet. Et avant ça, on a eu le film de Philippe, Incendie, qui lui a réussi à faire le mariage recette guichet et succès d'estime. Mais là où les investisseurs sont un peu troublés, c'est qu'ils demandent de faire des comédies, mais les comédies ne s'exportent pas et les gens ne vont pas les voir. Et soudainement, ce qui devient le fer de lance, ce qui devient le meilleur porte-étendard du cinéma québécois, ce sont ces petits films-là qui font le tour de tous les festivals et qui se ramassent soudainement Oscar du meilleur film étranger, c'est pas rien, mais les gens du gouvernement n'avaient jamais même entendu parler de ce film-là. Et c'est pas ce genre de film-là qu'ils veulent produire. Alors, ils sont un peu mal pris quand ils voient qu'ils doivent envoyer une délégation aux Oscars, puis qu'ils font « Mon Dieu, c'est quoi ce film-là? » Et eux autres voudraient, il y a un système de pointage, ils voudraient que le cinéma parle de l'unité canadienne. Et ça va pas, ça. C'est d'utiliser le cinéma pour régler des comment je peux dire, pour se faire avec un agenda politique derrière, ça ne fonctionne pas. Et là, ils ont été très mal pris, parce que le film de Rebelle ne parle pas de l'unité canadienne. Il parle d'un enfant soldat dans un conflit inventé, je pense, clairement, ça serait un peu le Libéria. Le pays n'est pas nommé, mais ça ressemble beaucoup au Libéria. Après ça, on nous parle de M. Lazare. Ça ne parle pas beaucoup d'unité canadienne. L'acteur, personne ne connaît. C'est un acteur félag, très connu en France. Au bataillon, personne ne connaissait. Avec les autres comédiens de ce film, ce sont des jeunes de 10 ans. Il n'y a aucune vedette. Donc, on parle de 2 films québécois qui vont aux Oscars sans aucune vedette québécoise, sans aucune vedette canadienne. 3e film, Incendie. Et encore là, à part Rémi Gérard, qui est une vedette, mais qu'on voit à peu près 5 minutes dans le film, le reste, ce ne sont pas des vedettes. Donc, on reçoit des messages de quel genre de film on devrait faire, et ce qu'il nous souhaiterait. On a des pressions pour faire un certain genre de cinéma, mais en réalité, ce cinéma-là, c'est pas celui-là qui... Et nous autres, on se bat parce que moi, je dis toujours, rappelez-vous, ce qui a marché il y a quelques années, le cinéma iranien marchait à cause de la spécificité du cinéma iranien. Après ça, il y a eu un grand engouement pour le cinéma de l'Asie, les films de la Corée ou de Hong Kong, à cause de la spécificité culturelle. Et quand on essaie d'effacer la spécificité culturelle d'une cinématographie, ça devient n'importe quoi. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui. Ouais. Parce que des fois, je m'emporte. Oui, mais c'est le témoignage d'une forme d'intégrité que tu défends. Oui. Vous aviez un modèle. Ben oui, c'est parce que je pense qu'il est dangereux de chercher à formater un cinéma qui serait supposé fonctionner. À tous les fois qu'on fait ça,
les goûts du public se déplacent et vont vers autre chose. Mhm. Ou le contexte socio-économique, ou la tendance n'est pas là. À tous les fois, regardez, l'Allemagne avait une cinématographie nationale magnifique dans les années de Fassbinder, Wenders, Schlondorf. Et à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter ça et de faire de la comédie. Et le cinéma allemand est disparu de la sellette internationale. On n'a plus jamais vu. On a vu de temps en temps un petit film arriver, jusqu'à temps que bang, ça ressorte avec Goodbye, Goodbye Lenin. Mais ils ont été absents aux abonnés pendant 10 ans. Et à chaque... Parce qu'il y a des décideurs qui ont décidé de formater un genre de cinéma. Et c'est très dangereux de faire ça. Et je vois qu'au Québec, actuellement, il y a une tendance. On nous dit... Je vois beaucoup, moi, mais je dois avouer, je suis content que mon peuple, notre gouvernement, ait décidé de mettre de l'argent dans la culture. Ce qui veut dire que je suis redevable. Mais en même temps, ça a beaucoup changé. Il y a 20 ans, il n'y avait pas un bataillon de 20 personnes qui lisaient mon scénario. On faisait confiance. Aujourd'hui, quand je fais un scénario, je rencontre au bas mot 17 spécialistes. Et là, je leur dis, mais écoute, des fois, je sors de ces réunions-là, je regarde le producteur, puis je dis, mais qu'il le fasse, le film. Ils ont l'air à le savoir, eux autres, c'est quoi le... Il faut faire... C'est très... Des fois, je trouve qu'on s'en vient dans une espèce de système soviétique, il faut faire attention. Mais bon, en même temps, je pense que, comme c'est fait avec des subsides, les deniers publics, il est normal d'avoir un regard, d'avoir des comités là-dessus, parce que sinon, n'importe qui pourrait s'approprier cet argent-là, puis agir avec l'argent public comme si c'était le leur. Et ça, c'est dangereux. Il y a des débats là-dedans. Est-ce que ça vous ennuie, ça? Okay. La liberté de l'artiste. Pardon? La liberté de l'artiste. Eh bien, c'est ça, c'est la dure... c'est trouver la juste balance. Et c'est sûr, moi je dis toujours, quand tu fais un film et qu'il fonctionne, tu viens de recevoir ton passeport ou ton billet pour faire le prochain. C'est sûr, quand Denis Villeneuve fait Incendie, ben, ça serait très malvenu des décideurs de dire on a moins aimé, on n'aime pas ton nouveau projet. Il faut laisser la chance au coureur. Puis quand un gars fonctionne bien, comme Denis actuellement, il faut faire la part des choses aussi parce que il coûte beaucoup moins cher de faire un premier long métrage. Avec les nouvelles technologies, les jeunes arrivent et ils produisent leur premier long métrage, bang, autour de 60 000, en bas de 100 000 $. Et on a eu tendance, comme ça coûtait moins cher, à faire beaucoup de premiers longs métrages. Et là, tu avais plein de bons cinéastes qui étaient rendus à leur 3e, 4e, et les autres, il faut assurer le suivi. Et il va falloir réinventer aussi la recherche de fonds pour faire du cinéma. Je parle des deniers, de l'argent. Parce qu'à chaque année, il arrive d'excellents cinéastes. Je pense à Xavier Dolan. D'ailleurs, on arrive là, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on arrive aux premières générations de jeunes cinéastes qui ont eu une vraie formation d'école de cinéma. Avant, les cinéastes, c'était souvent des anthropologues, des gens qui avaient étudié en sociologie, en anthropologie, en histoire. Après ça, tu avais des gens qui arrivaient des arts visuels, un peu des peintres. Après ça, la vidéo est arrivée, il n'y avait pas vraiment des gars comme moi qui arrivaient de journalisme, communication. Moi, j'ai fait un cours de cinéma, mais en réalité, c'était juste 2 ans, puis on ne touchait pas beaucoup à la caméra. C'était plutôt communication. Et là, on arrive avec à partir de Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée,
Xavier Dolan, tous les jeunes qui arrivent actuellement, c'est tous des produits des écoles de cinéma. Et ils arrivent avec une formation académique assez poussée. Ils savent faire du cinéma. Donc, et ça, c'est assez... Il en sort 20 par année. Des fois, et ça, je pense que c'est partout dans le monde, c'est la même affaire. C'est aussi dur. Je sais que c'est décourageant de dire ça à un jeune. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est aussi difficile de devenir un cinéaste que de devenir un joueur de hockey. Ou que de jouer pour l'équipe nationale, de jouer pour les Bleus, ou de jouer pour il y a beaucoup de gens qui veulent faire du cinéma, mais les places disponibles sont tellement... C'est pas parce que tu as une formation que tu vas devenir cinéaste. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. Il faut que tu aies quelque chose à dire. Et moi, je dis tout le temps aux jeunes, musclez-vous. Allez voir, allez dans les bibliothèques, allez dans les concerts, allez voir des trucs d'architecture. Quand je donnais des cours de cinéma, puis je voyais des jeunes me parler uniquement de cinéma américain, je devenais déprimé. Je leur disais, mais t'as pas lu le journal ce matin? T'as pas lu... ou quand ils me disent, j'aime pas ça la danse, je t'ai pas demandé si t'aimais ça, je t'ai dit d'aller en voir. J'aime pas ça, je trouve ça ennuyant, un musée. Je t'ai pas demandé si t'aimais ça, je t'ai dit d'aller te mettre le nez devant une peinture. Plus tard, tu vas comprendre. Si tu lis pas de roman d'histoire, je sais pas comment tu vas faire un film d'époque. Si tu fais un film qui se passe, je ne sais pas, comment tu vas faire pour comprendre qui est le Corbusier, comment tu vas faire pour comprendre Gropius, comment tu vas faire pour comprendre Chagall, comment tu vas faire pour comprendre... Il faut que tu lises, il faut que tu ne pourras pas te prononcer sur un scénario si tu ne muscles pas ta culture générale. Les réponses ne sont pas uniquement... parce que j'ai remarqué que tout ce qui les intéressait, les jeunes, c'était la caméra va partir d'ici, puis là, il va y avoir un crane-up. Là, je faisais, c'est ennuyant, ça. Tu viens de me parler d'un mouvement de caméra, tu ne m'as pas parlé de pourquoi tu fais ce film-là, de qu'est-ce que tu veux dire avec ce film-là. Tu me parles de mouvement de caméra, c'est vraiment, je dis souvent ça, excusez-moi, c'est un Québec, un placeux de Kodak, ça ne m'intéresse pas. N'importe qui peut placer, c'est à la portée de n'importe qui de placer une caméra. Mais de diriger un comédien, justement, puis de savoir pourquoi il dit ça, puis de comprendre l'enjeu global du scénario, ça, c'est compliqué. Et pour ça, il faut lire des livres, il faut aller voir des pièces de théâtre. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'avais jamais mis les pieds, c'est vrai, je l'avoue. Il n'y avait pas beaucoup de culture. En tout cas, ça coûtait très cher, puis je pensais pas qu'on avait accès à ça. J'avais été pas souvent voir de la danse. La musique classique, pas beaucoup. Quand je suis arrivé à Montréal, je me suis forcé, puis là, j'ai commencé à aimer ça, puis je leur dis toujours, soyez curieux, puis après, tu pourras décider si tu n'aimes pas ça, le fado. Commence d'abord par écouter du fado, puis après, tu pourras me dire que tu n'aimes pas ça, du fado. Mais c'est important parce que un cinéaste, c'est pas juste quelqu'un qui... Pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu les antennes d'une société, puis qui doit capter des choses, puis essayer d'en tirer du sens et de le redistribuer aux gens. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable d'aller dans des zones où la plupart des gens ne veulent pas aller. Le rôle du cinéaste, du créateur en général, je pense que le peintre aussi, c'est ça. C'est d'aller dans des zones, dans des recoins de l'âme humaine ou de la psyché humaine, que la plupart des gens ont un peu peur d'aller. Et c'est d'aller là et de revenir à bon port. De ne pas se brûler les ailes parce que tu es allé là, mais d'aller explorer ça, de revenir à bon port et d'être capable d'en témoigner, d'articuler un propos autour de ça et d'en témoigner. Et je pense que c'est le rôle du créateur d'aller explorer des zones que la plupart des gens hésitent un peu à aller... je ne parle pas de psychanalyse, là.
Donc, pour essayer d'en tirer un sens artistique. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Non, mais quand vous dites hésite, en fait, les gens hésitent un peu à aller. Je pense à votre film hier soir. C'est pas qu'on hésite à y aller, c'est que on le soupçonne même pas. On n'y est jamais allé, on n'irait jamais sans ce film. Et que, C'est possible. du coup, on va dans un pays qui est totalement inconnu pour nous, pour finir, parce que une société qui est inconnue, et dans laquelle on retrouve des choses qu'on connaît d'une autre société. Parce que moi, j'ai souvent pensé à Guédiguian et à C'est vrai. cette fraternité sociale qui existe dans ce petit monde, qui m'était inconnu, mais en même temps qui est fraternel, qui est... C'est pas moi, mais ça pourrait être moi. J'aurais pu, au fond, les aimer, ces gens-là. Oui, Voilà. Et oui. voilà. Mais quand je parlais d'aller là, je parlais d'aller dans... C'est vrai ce que vous dites. Mais quand je parlais, moi, comme créateur, c'était de retourner voir, par exemple, dans ce film-là, retourner sur mes rapports à moi avec mon père. Logiquement, il y a bien des gens qui disent « Oh, j'ai été élevé, mon père est mort, j'ai pas envie d'en retourner là. » C'était dans ce sens-là un peu que je disais ça. Ou retourner dans ma psyché familiale. Je sais, par exemple, que moi, j'ai blessé un peu ma mère en faisant ce film-là. Parce que moi, je l'ai un peu... J'ai mis ça un peu beau. Mais en réalité, cette période-là, c'est quoi? C'est la période, pour ma mère, c'est la période où son amoureux, sauf de Parkinson, est en train de se faire flouer par une multinationale et se faire voler, en plus de ça, par tous les gens du quartier. Quand ma mère, elle a regardé le film, elle m'a dit « Je ne peux pas croire que tu as réussi à faire quelque chose de poétique avec ces années-là. Ouais. » Elle a fait ça. Puis je m'en rappelle, puis c'est ça, quand il y a des gens qui sont allés, je pense que je l'ai dit hier, quand il y a des gens qui sont allés à la première du film, il y a des gens qui sont allés lui demander « Comment vous avez trouvé ça? » Elle a dit « Je sais pas, je suis morte, il m'a tué. » Je peux pas vraiment vous le dire, il m'a tué. J'ai bien vu, je dis « Tu fais des blagues, maman? » « Oui, oui, non, tu le sais, c'est une blague. Mais j'ai vu que ça... Oui, Ton père a vu le film. pardon? Ton père. Il était décédé. Déjà. Et je pense pas que j'aurais fait le film Si, avec papa vivant. Je pense pas. C'était... Même moi, j'aurais pas pu le faire rapidement après la mort de mon père. Parce que la maladie de Parkinson, c'est une maladie horrible. C'est une maladie de dégénérescence. Et c'est... J'ai perdu mon mari il y a 3 mois de ça. Ah bon, alors, je compatis. C'est une maladie très dure pour Pire. les proches. Et je sais que je me suis senti obligé de faire lire le scénario à mes frères, à mes sœurs, avant de tourner le film, juste pour avoir leur... Ils m'auraient jamais dit non, mais je voulais... Et je sais que quand j'ai eu la première version du montage, à Noël, on se réunit toujours la famille, et j'ai dit, je vais vous montrer le film. Parce que je ne voudrais pas que vous le découvriez devant le public en même temps que tout le monde. D'ailleurs, chez nous, ils ont toujours été surpris que je fasse du cinéma. Et l'artiste chez nous, c'est mon frère Guy, qui est musicien. Et là, moi, je me rappellerai toujours, quand j'avais fait mon travail scolaire, à l'université, j'avais fait un film 10 minutes, expérimental un peu. J'avais montré ça à mon père, qui commençait à être malade. Il avait regardé, il avait fait « C'est ça que vous faites à l'université? » Il trouvait que c'était un cinéma expérimental. Il avait dit « Mais là, vous apprenez pas à compter et à écrire. » Mais je disais « Mais c'est de la communication. » Il dit « Ouais, mais t'es pas supposé faire du journalisme, apprends. » Et donc, pour lui, c'était du gaspillage ce que je faisais. Malheureusement, papa n'avait pas la fibre. Et je me rappellerai toujours mon premier film, Post-Mortem, que j'ai fait sur... il y a eu... J'ai appelé ma famille. Ma famille, bon, ne savait pas trop. J'appelle, je dis, écoutez, c'est magnifique, mon film est sélectionné au Festival des films du monde en compétition officielle.
Là, ma mère, elle faisait tout le temps « Ah, c'est le fun! » Ben lui, en tout cas, Lucie, elle est allée faire du ski avec Daniel en fin de semaine. Daniel a bien de la misère, hein? Antoine, il n'est pas très, très obéissant. Puis elle me donnait tout le temps des nouvelles. Puis là, je disais « Bon... » En tout cas, c'est juste pour te dire que mon film est en... Si ça vous tente, vous êtes tous invités. Puis là, ils font « Bon, on va y aller pour te faire plaisir. » Ils arrivent à Montréal, et là, ils font « Ben, c'est un vrai festival et tout ça. » Et dans la salle, il y a ma mère, et à côté de ma mère, Tavernier. Bertrand Tavernier est là. Et là, ma mère, elle écoute le film. À la fin du film, M. Tavernier n'était pas obligé de faire ça, mais dans un grand élan de gentillesse, parce que je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Il se lève, alors que les lumières s'allument, le générique finit, puis il se lève, puis il déclare « Mais c'est génial, ce film! » Et là, c'est comme si un jeune est plébiscité, étampé, Tavernier est né. Et il était pas... Après ça, moi, j'ai connu M. Tavernier par la suite. Mais ma mère a fait... En tout cas, il y avait un vieux monsieur français, il a beaucoup aimé ton film. Je ne sais pas, mais lui, ce vieux monsieur français-là, il avait l'air à dire que c'était bien ce qu'elle t'a fait. Mais là, je dis, mais toi, t'as-tu aimé ça, maman? Là, elle fait... Puis il y avait un peu de nudité, elle dit, ils sont pas très gênés, hein? Comme ça. Et bon. Puis par la suite, quand il est arrivé Gaspard Blues, puis le succès, là, elle était très très fière. Là, elle a compris que j'étais un cinéaste. Ouais, ouais. Quel projet cinématographique est-ce que vous avez en ce moment? En ce moment, je travaille depuis 2 ans. Non, c'est pas vrai. Depuis les 2 derniers films, et ça va être le 3e, je travaille beaucoup en duo avec un auteur de théâtre, un dramaturge, qui est aussi directeur d'un théâtre, qui est aussi un polémiste, qui est aussi c'est un gars qui a étudié en philosophie. Il s'appelle Alexis Martin. Alexis a écrit plusieurs essais, il fait des pièces de théâtre extraordinaires, et il est aussi comédien. Et il est le fils de Louis Martin, le journaliste Louis Martin, qui a participé à l'aventure du nouveau journalisme au Québec. Et il y a 3 ans, lui et moi, c'est pas vrai. Il y a 14 ans, lui et moi, on est tombés père en même temps. Ma fille Laetitia, elle a 14 ans. Alexis, lui, a eu son garçon 1 mois après moi. Et là, chacun, on est devenu papa. Puis là, on a fait... C'est magnifique, mais qu'est-ce qui arriverait si on perd notre enfant? Et on a fait un film qui s'appelle Route 132 sur un homme qui perd son enfant. En fait, le deuil de l'enfant chez l'homme. Et là, je me suis rendu compte, le film a plutôt bien été, mais c'est un sujet extrêmement tabou. Je me suis rendu compte que les gens ne veulent pas aller au cinéma. Surtout que tu parles de la mort d'un enfant, les gens font... C'est beau, c'est gentil, mais je vais rester à la maison, je vais me cuisiner une bonne bouffe, ou il passe une bonne comédie ce soir, où c'est un sujet, et je me souviendrai toujours, la productrice qui m'avait dit, ça serait bien que tu ne parles pas du deuil. Tu vas rencontrer les journalistes, je dis, ouais, c'est quand même plus difficile. Mais, et là, on s'était dit, parfait, prochain film, on fait quelque chose de plus rigolo. Mais aussi porteur, mais de plus rigolo. Donc, on a fait ce film-là sur le deuil d'un homme qui perd son enfant. Après ça, on a fait un documentaire sur le nouveau journalisme au Québec, son père, la Révolution tranquille. Et là, on fait... Moi, j'ai remarqué depuis 6 ans, ça fait maintenant 10 ans, je suis devenu un homme de nature, de la nature. J'étais pas comme ça avant. J'étais plutôt un party animal. J'aimais beaucoup la ville. J'aimais la vie sociale et tout ça. Et depuis 10 ans, je disparais dans la forêt. J'ai une cabane, pas d'électricité, pas d'eau courante, sur une île, dans une réserve faunique. Place que ma fille n'aime pas du tout venir. Mais c'est pas vrai, cette année, on a eu du fun. Hein? Cette année, on est déjà allé cet été une fois, puis c'est revenu le plaisir. Mais donc, je vais beaucoup à la pêche, je vais beaucoup dans la forêt, je vais beaucoup dans les régions rurales. Et j'ai remarqué qu'il
Il y a une économie parallèle qui arrive dans les régions rurales, c'est-à-dire les gens font pousser du cannabis. Et ce n'est pas des criminels, c'est des gens qui coupaient le bois, qui cultivaient la terre. C'est du monde, ils ont 60 ans, 70 ans, et ils disent, j'ai toujours vécu ici, je me suis échiné à cultiver cette terre, à cultiver du bois, j'ai perdu mes doigts. Le monsieur me montre les mains et il me dit, regarde, j'ai perdu mes doigts et je dois encore des milliers de dollars à la banque. Mais aujourd'hui, je fais pousser ça et les Hells Angels me la rachètent. Et là, je dis, mais c'est criminel. Ouais, mais c'est chez nous ici. Donc, il y a un code moral qui me... Il y a une moralité, une élasticité morale qui me fascine. Ils ne se voient pas comme des criminels. Mais là, je leur dis, mais vous allez être arrêtés par la police, hein, si ils font... Mais le pire, c'est qu'ils ont raison. Ils disent, mais la police ne vient jamais ici. On est oubliés des grands centres. Ils disent souvent, vous autres, vous venez de Montréal. Quand moi j'écoute le bulletin de nouvelles, on me parle du trafic qu'il y a sur le pont Champlain, de l'activité, même de la météo qu'il fait à Montréal. Ça fait 10 ans que je n'ai pas entendu parler que j'existe à la télévision, parce qu'on n'a même plus de télévision locale. Ils ont été oubliés par les grands centres, et comme quelqu'un qui a été oublié, on dirait qu'ils veulent se venger des grands centres. En tout cas, tout ça pour dire que on s'est mis à réfléchir à ça, moi puis Alexis, en se disant, et si on faisait un film, c'est pas nouveau, c'est un homme qui se sent malade, qui se sait malade, et qui décide de transformer sa grange en serre. Mais il ne connaît rien là-dedans, il se rend compte que ça va être extrêmement difficile. Donc, pour arriver à faire sa tâche, il se kidnappe un artiste qui est en fuite, un artiste qui doit beaucoup d'argent à la mafia parce qu'il y a un problème de jeu. Donc il dit, ben écoute, moi je pourrais appeler la mafia, parce que je les connais, je leur ai acheté des petites graines. Je les appelle, je leur dis que tu es ici, puis ils viennent te chercher, ou bien tu travailles pour moi et j'appelle personne. Et là il te dit, mais c'est du chantage. Il dit, non, non, c'est du donnant-donnant. Moi je t'aide et toi tu m'aides, on est deux. Et donc, le point de départ de tout ça, c'est un livre qui se passe en Finlande, de Arto Passalinen. Je me suis rendu compte qui s'appelle La forêt des renards pendus. Et je me suis rendu compte que l'humour québécois, le territoire québécois, a beaucoup à voir avec l'humour finlandais. Et notre territoire est semblable, hein, des grandes steppes au nord, des forêts de conifères. Bon, ils ont des rennes, on a des chevreuils et du caribou. Ils ont du saumon, on a du saumon, et on est à peu près, à un moment donné, on est sur le même parallèle. Et donc, c'est un peu en lisant La forêt des renards pendus d'Arto Passalinen et les observations que moi j'avais faites sur le territoire que je vais souvent pêcher et chasser. Et donc, c'est un peu ça le prochain film que je vais tourner à l'hiver prochain. Oui? Quand vous avez parlé de la responsabilité du réalisateur, d'aller dans l'âme des parties qui font peur un peu, ça me fait penser, moi je suis étudiant de médias à l'université et depuis la première année nous disent que les médias, leur responsabilité c'est d'être le gardien comme le chien de garde. Et d'abord je me demande, est-ce que, en étant réalisateur, est-ce que vous considérez comme faisant partie de ça comme des médias? Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse vous êtes un peu responsable d'être un chien de garde de la société et de répandre la vérité? Il y a un devoir citoyen qui vient avec l'acte cinématographique, mais il ne faut pas confondre information et cinéma. De la même façon qu'on a eu tendance à amalgamer reportage et documentaire. Pour moi, c'est deux affaires complètement différentes. Maintenant, il y a des chaînes spécialisées de documentaires. Ils disent que c'est du documentaire, mais c'est du reportage. Et quand je parle de reportage, c'est très intéressant l'information qu'il y a dans le reportage, mais c'est vide de langage cinématographique. Il n'y a pas de cinématographie là-dedans. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais c'est bon pour la télévision, c'est parfait, mais c'est pas... Il n'y a pas de dramaturgie. Il n'y a pas de dramaturgie, merci. Ouais. Ouais. Et
je pense que oui, comme cinéaste, j'ai un rôle de citoyen, mais il faut se méfier parce que moi, je crois à la pluralité des styles cinématographiques. J'adore ça, une comédie. Je ne voudrais pas qu'on fasse juste ça. J'adore ça, les films politiques, mais je ne voudrais pas qu'on fasse juste ça. Moi, je sais que je fais un genre de cinéma social, assez engagé socialement, mais si c'était que ça, je trouverais ça vraiment plat. Moi, mon cinéma, oui, je me donne comment je pourrais dire, je veux toujours qu'il y ait des paramètres sociaux, politiques, socio-culturels, comme si ce n'est pas directement le sujet, au moins que ça soit pas loin, la toile de fond, pas loin. Mais ceci dit, l'histoire du cinéma québécois, ça j'en ai pas parlé, puis je pense que je vais en faire, part beaucoup de l'Office national du film. Et ça, à l'époque, c'est pas du tout l'Office national du film, c'est National Film Board of Canada. C'est les Anglais qui font du cinéma, et le cinéma sert à promouvoir l'unité canadienne parce qu'on utilise à la manière de Leni Riefenstahl, à la manière des films d'effort. C'est beaucoup l'effort de guerre britannique. Hein? C'est les Britanniques qui nous disent, vous allez faire un bureau de cinéma pour faire... Et c'est beaucoup des films sur des femmes dans les usines qui font des bombes, des gardes malades au front. Et à côté de ça, donc c'est beaucoup sur... pour promouvoir l'effort de guerre, l'unité canadienne. À côté de ça, il y a un bonhomme complètement iconoclaste qui s'appelle l'Abbé Proulx, qui lui, un cinéaste dans un ennui mortel. Mais j'adore son cinéma, c'est toujours regardez cette belle paysanne québécoise qui traîne ses enfants au champ et qui laboure malgré le mauvais temps. Et on dirait des films soviétiques. C'est des femmes avec des gerbes de foin, des seins immenses, 4 enfants accrochés. Et ça, c'était pour promouvoir la colonisation, merci. Parce que le territoire québécois est vraiment dur. Donc, ils disent, on va vous donner des territoires au nord, en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va vous donner ça. Et ils donnaient un territoire, une boîte de clous, une poche de graisse, puis quelques affaires, un cheval, je pense, même pas. Puis là, ils t'envoyaient, puis là, ils disaient, c'est à toi. Et comme ça, on colonisait le nord. Et là, il y avait ce cinéaste-là qui voulait, parce que nous autres, pour empêcher la propagation, comme on a été conquis par les Anglais, pour empêcher la propagation de l'anglais, ce qu'on a fait, c'était la bataille du berceau. Les gens, les curés passaient dans chaque maison, allaient voir les femmes, puis disaient combien d'enfants? 4? Mais on en veut 12. Là, s'il y avait une anglophone dans le village, il allait voir, puis il fait vous quittez le village si vous parlez de contrôle des naissances. C'est bien compris? On va tolérer votre présence ici. Mais s'il faut que les autres femmes québécoises apprennent qu'il y aurait moyen de contrôler leur naissance, vous allez quitter le village. Je parle, mettons, à Saint-André-de-Kamouraska ou Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Et donc, tout ça pour faire un grand détour. L'Abbé Proulx fait un cinéma, donc, de nationalisme québécois, francophone. Peuplons le Québec, faisons des enfants, soyons heureux. En réalité, c'est tout du monde qui a des enfants. Ils n'ont pas de souliers dans les pieds, puis ils se promènent, ils n'ont pas de dents, puis ils vont mourir dans 3 ans. Mais c'est pas grave, c'est l'Abbé Proulx. Mais c'est un prêtre. Oui. C'est un prêtre. Il y a aussi une dimension de propagande religieuse Ah oui, là-dedans, de montrer le mode de vie. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de cultiver un champ dans l'amour de Dieu. Oui, avec nos enfants. Avec Ceux nos qui ont plusieurs enfants. enfants, ça va mieux. Oui. Minimum. Oui, parce que moi, vraiment, chez nous, ça date pas d'il y a une éternité. Chez nous, 7 enfants. Ça arrive. Ma mère, 14. Ma mère, c'est une famille de 14 enfants. Ma 13. C'est ça. Donc, ça fait pas si longtemps que ça, là. Mais moi, je me rappelle que ma mère avait dit, le curé est arrivé, puis elle avait dit, out you go. Toi, tu t'en vas, c'est fini, j'en ai 7. C'est bon, C'est bon. Puis toi, tu te promènes en robe, tu me donneras pas de... Fait que... donc,
tout ça arrive, donc l'Office national, et l'Office national fait pas mal de films sur l'unité canadienne et tout ça, et à un moment donné, il y a un truc qui arrive, il ne voit pas ça venir, il laisse rentrer le loup dans la bergerie. Michel Brault, Gilles Groux, Claude Jutras, Denis Arcand, plus jeune, très très jeune, ils ne s'en rendent pas compte. Il y a ces jeunes qui arrivent et qui vont utiliser le service français du National Film Board, l'Office national du film, et vont commencer à faire du cinéma indépendant qui va hypocritement, subtilement prôner d'un Québec indépendant. En tout cas, une lutte sociale, une lutte des classes assez militante. Si on regarde des films de Groux, on est carrément dans du Chris Marker. On n'est pas loin de du Chris Marker. Et là, ils sont très malins. Sous couvert, ils font « Oui, on va aller voir l'unité canadienne, on va faire un truc sur une course de raquettes. » Et là, ils se ramassent, tous les gars, ils partent ensemble avec des caméras et ils ont un excellent caméraman qui s'appelle Michel Brault, 2 magnifiques preneurs son qui font Serge Beauchemin et Marcel Carrière qui font tous les films. Et les mecs, ils s'amusent. Et ils partent, ils font du cinéma social engagé. À travers ça, il y en a 2 qui rencontrent Jean Rouche et qui deviennent les émules de Jean Rouche. Ils apprennent à faire du cinéma avec Jean Rouche. Et leur cinéma commence à faire école. À travers le monde, on commence à parler de cinéma direct. Il y avait le Candid Camera qui existait un peu, mais la marque de commerce de cette section-là de l'Office national, ils deviennent dans les meilleurs au monde en cinéma direct. C'est beaucoup grâce à M. Brault. Et là, ils sont mal pris, les commissaires de l'Office national du film, parce qu'ils ont laissé ça. Et il faut dire aussi que les gars, ils sont malins, hein? Ils ne vont pas travailler le jour devant tout le monde. Le jour, ils font en semblant qu'ils font du montage. Aussitôt que les gens s'en vont à 5 heures, ils vont chercher la bière, ils allument des pétards. Il faut se rappeler qu'on est dans la mouvance des années 60. Et ils commencent à monter des films plutôt indépendants, plutôt subversifs. Et ces films-là voyagent dans le monde. Et là, l'Office national, ça ramasse avec un problème. Mais ça va se développer et ces gens-là vont faire des petits. Ils vont avoir une influence sur des Robert Morin, sur des Jacques Leduc, sur des Pierre Falardeau. Et tout ça va être toléré jusqu'à l'arrivée de Pierre Elliott Trudeau, qui décide la récréation est finie. Vous êtes bien gentils, mais là, on sent que, non pas seulement l'Office national du film, mais aussi Radio-Canada est inféodé par des séparatistes, ou en tout cas du monde qui ont peur de... C'est rendu que s'il y a des fédéralistes, ils ont peur de le dire. Et il va même menacer il dit clairement dans une entrevue animée par René Lévesque en 1968, Radio-Canada, si on juge que ça ne nous plaît pas, on va carrément mettre la clé dans la porte. On va fermer ça. La télévision nationale. On va la fermer. Et ça va finir là. Si l'Office national... On va tout fermer. Et là, donc, il a sonné la fin de la récréation. Ces gens-là sont partis de ces lieux-là. Ils se sont lancés dans des trucs privés, des boîtes privées comme Copaction. Et là, c'est la débandade. Et là, je vais revenir avec le chien de garde et tout ça. Il est arrivé un truc, c'est que tous les cinéastes se sont mis à faire du cinéma qui parlait de l'indépendance québécoise. Et c'est la période, malheureusement, la plus plate du cinéma québécois. Là, tu avais... En tout cas, il y a eu quelques films réussis. Les Ordres de Michel Brault, mais sinon, ça devenait des gens qui... Un cinéma de cuisine, où tu avais des jeunes hippies qui buvaient de la bière dans une cuisine, puis qui disaient des phrases, mais creuses, mais vides. Tu sais, si on ne se bat pas, on n'aura pas de pays. Là, l'autre de répondre, ouais, c'est une lutte, nous devons la terminer. Et là, il ne se passait rien, c'est plate, sans blague. C'est plate, où là, tu avais quelqu'un qui se ramassait en France, assis à une table, puis qui regardait l'autre. L'autre était habillé en Jacques Cartier, tu ne sais pas pourquoi. Puis là, il disait, si t'étais pas venu chez nous,
On n'aurait pas parlé français en Amérique du Nord. Ouais. Alors on a oublié de faire l'acte de cinéma a été galvaudé dans tout ça. C'est devenu et je dirais que la reprise de tout ça a été. On a remis la machine en marche avec le déclin de l'Empire américain de Denis Arcand, Denis Arcand qui avait tellement donné dans la cause indépendante, qui avait fait On est au coton, qui avait fait du confort et l'indifférence. Lui, il avait le statut pour dire on en a marre. Si c'était venu d'un autre cinéaste, ça n'aurait peut-être pas si bien passé. Parce que, en tout cas, il aurait été mis au pilori. Mais comme c'était Arcand a dit bon, écoutez, j'ai donné, j'en ai marre. Et là, il est arrivé un jeune qui s'appelait Jean-Claude Lauzon, qui a fait Un Zou la nuit, Léolo. Et là, il était arrivé. Là, ça s'est mis à débarquer et le cinéma québécois est redevenu, je dirais, dans une certaine modernité. Et c'est un peu débarrassé. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'était correct, mais à force de mélanger le cinéma comme étant qu'il devait être un chien de garde, on a fini par ne plus faire de cinéma. Et on a même fait un truc qui était horrible, c'est qu'on a écœuré notre propre public de se voir sur grand écran. Moi, quand je suis arrivé, à un moment donné, l'année de Gaspard Bloom, c'est une année phénomène. On a touché 18% de notre part marché. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais c'est immense. Cette année-là, il y avait mon film, il y avait Les Invasions barbares, il y avait le film sur une île là, de Pouliot. Là, tu l'as vu il n'y a pas longtemps, Maud? Grande séduction. Oui, merci. La grande séduction. En comparaison, le Canada anglais fait 0,6% de sa part marché. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par part marché? C'est-à-dire que les gens vont voir leur propre cinématographie. Les Français font à peu près 12. Les Italiens ont déjà fait énormément, mais ils ne font pas plus que 8, 7, 8. On est arrivé à 18, nous autres, une année. Et ça, c'est vraiment signe qu'on avait atteint un moment donné où les Québécois n'avaient plus honte de se voir sur grand écran. Parce qu'il y a un moment donné, les gens disaient, ben là, on ne va pas aller au cinéma pour voir des choses ordinaires de la vie sur grand écran. Nous, on n'est pas du cinéma. Ou on n'est pas assez intéressant pour être au cinéma. Mais quand tu arrives à un moment donné où tu es capable de raconter des histoires, et que un propre peuple est capable de se trouver intéressant en se voyant sur grand écran, puis de se dire, ah, nos histoires vont partout dans le monde et intéressent les gens partout dans le monde. Il y a comme une espèce d'effet de fierté, puis il faut stimuler cette affaire-là. Mais il faut comprendre que dans les années 70, les gens ne voulaient plus se voir sur grand écran. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Ok, donc j'ai parlé de ça. Il y a une particularité aussi qui est arrivée. C'est ça, c'est ça, je vais en venir. Tout à l'heure, vous m'avez dit que j'avais introduit des anglicismes dans mon film. Je pense que je vais prendre cette balle au bon. Et je ne vais pas du tout tomber dans les Français disent shopping, puis nous autres on dit toaster. Puis, je vais tomber dans l'importance pour moi le niveau de langage est un outil scénaristique pour moi. Il ne fait pas seulement véhiculer la pensée d'un personnage. Pour moi, il indique le statut socio-économique d'un personnage. Il indique aussi
le milieu où se situe l'action. Votre film. Ben oui. Exactement. C'est Donc, ça que j'ai remarqué hier. c'est un outil scénaristique. Et il me permet, parfois, en un seul mot, d'éviter de faire une scène au complet. Une scène où j'aurais... Parce qu'on se dit tout le temps, quand on lit un scénario, on dit tout le temps, mon Dieu, là, le cinéma doit donner à ressentir ou donner à voir. Mais si on explique, on est en train de prendre le spectateur en otage pour lui expliquer des choses. Hein? La scène où, par exemple, ça commence en disant « Depuis que tu es parti il y a 6 ans, la situation économique, la situation économique de la famille a beaucoup décliné. Nous avons dû vendre la maison. Et puis, tu sais, ta sœur a commencé à être déprimée. Et si au lieu de ça, je fais un plan où est-ce qu'on voit quelqu'un, on voit la maison, la pancarte, puis quelqu'un qui met une boîte dans une valise de char, puis l'autre qui a un regard, puis l'autre dit « Regarde-moi pas » ou « Parle-moi pas, je vais t'en... » Puis là, il s'en va. Là, je viens de comprendre que le tissu familial est complètement démoli, que... je ne sais pas si vous comprenez, on essaie de trouver des... Eh bien, c'est la même affaire pour moi. Quand j'utilise une expression, comme il y a dans Gazbar, à foison, je montre très rapidement le niveau social, d'où il vient, tout ça. Et si j'avais situé l'action de mon film, par exemple, dans Route 132, que j'ai faite avec Alexis, le protagoniste est un professeur de philosophie à l'université. Donc, le niveau de langage est à des années-lumière de Gazbar Blues. Et en plus, il est copain, il est équipé dans Route 132 qui fuit le deuil. Ils sont deux. Il y en a un, c'est un voleur d'un quartier ouvrier, et l'autre, c'est professeur. C'est professeur d'université. J'aime beaucoup jouer toujours sur cette espèce de... Oui, puis la vitalité, la vivacité du langage du milieu ouvrier versus le milieu universitaire, j'aime bien ça. Mais donc, tout ça pour dire, pour moi, c'est un outil de scénarisation. Je trouve ça très important. Oui, j'ai trouvé très original parce que je n'avais jamais entendu des expressions très québécoises de ce milieu où on emploie des mots qui sont sacrés dans l'église comme oui. hostie, Oui. je sais pas, ça crème. Mais sans crème, c'est qui? Et pourquoi Saint-Crème, c'est... Saint-Crème, c'est une façon de pas dire, de ne pas sacrer. Celui qui dit Saint-Crème, c'est mon père. C'est le personnage de mon père. Parce que le seul personnage qui ne blasphème pas dans le film, c'est le personnage du boss. Parce que moi, mon père, quand les autres... C'est pour ça qu'à un moment donné, il dit dans un mot, si t'es pas capable, il dit à quelqu'un, si t'es pas capable de t'exprimer comme du monde devant les petits, va-t'en. T'en reviendras quand tu te seras calmé. Et aussi, à un moment donné, son fils dit Chris. Puis là, le père fait quoi? J'ai dit Chris. Ce que nous autres, on faisait tout le temps. Si moi, je disais hostie, il disait pardon, hostie, j'ai dit oui, au lieu de dire calice, qui est le caline. Mais donc, Saint-Crème, ça n'existe pas. Mon père, il disait Saint-Maman, puis Saint-Crème. C'est vraiment pas vulgaire. Mais ça existe, c'est un crème. C'est ça, c'est lui. Le Saint-Crème, c'était ceux qui servaient au sacre des rois. Ah oui? Oui, il y a un sacrement spécial qui est le sacre des rois. Et il y a une espèce de crème qu'on appelle le Saint-Crème et qui servait à l'onction des rois. Et c'est le moins avec ça qu'on pendant la Révolution, l'ampoule, c'était conservé dans une ampoule qui était toujours conservée. Merci de faire mon éducation. Et après la Révolution, cette ampoule a disparu, elle a été cassée. Et alors, ils ont essayé, parce qu'il y a eu un dernier sacre, c'est celui de Charles X, et on a essayé de récupérer dans les débris de l'ampoule un petit bout de Saint-Crème pour pouvoir en refaire un autre. Ils ont réussi? Comme le levain. Oui, c'est exactement comme le levain. Disons qu'ils ont réussi. Et ça s'appelle Saint-Crème. Ça, c'est du savoir populaire. Ça a été conservé par
par Exactement. la culture dans le langage très très populaire que parfois on peut dénigrer, mais qui recèle une richesse Je pense que ça extraordinaire. vient de là. Si, ça vient de là. D'images, d'expressions, de vocabulaire. Quand mon oncle, moi, disait école. Ouais, Ah oui, c'est Un l'étole. sacre L'étole. aussi, un juron, un école, Ouais. ben, c'est une L'étole. pièce de vêtements. Bien sûr. Tu sais, c'est... Mais c'est quand même c'est très pas- bizarre que tous vos jurons viennent du vocabulaire religieux. Non, c'est C'est normal. ça, c'est parce que c'est une normal. façon de transgresser. Non, mais c'est l'Église qui, en Mais- fait, qui a créé le Québec, donc du coup, pour transgresser. Alors, Exactement. transgresser tout ce C'est qui une est- façon de transgresser, de se placer en dehors de l'obéissance. Il y avait de une refuser. façon tellement magnifique. C'est tout le monde. Quand ils étaient fâchés, les bûcherons, là, Tout le ben, monde. c'était vraiment fâché, puis ils voulaient en mettre beaucoup. Ah ben alors, ils disaient un traîneau de vieux, un traîneau de Christ à genoux cordé 4x4. C'est comme si une carriole, puis ils en mettaient un. Au lieu de dire juste un, Ouais, Saint-Tabarnak, ok. Saint-Tabarnak, un traîneau complet de Saint-Tabarnak cordé 4x4. Là, t'entendais ça, ça voulait dire, il y en a beaucoup. Et le tabernacle, c'était un endroit sacré où il n'y avait que le prêtre qui pouvait entrer. Ouais, Ouais. ouais. C'est toujours C'est toujours sacré. l'hostie, Ça- c'est ça la n'a pas même chose, changé. le calvaire, c'est la même chose. C'est les mots, en fait, qui ont été utilisés, qui ont été Ouais, alors que détournés. nous, il n'y a aucun truc à connotation sexuelle. Non, pas du tout. Non, c'est ça. Pas du tout. Est-ce que c'est super offensif, tabarnak? Oui. Moi, si ma fille me dit, ça mérite les oreilles. Ouais. Ouais, c'est vrai. Toi, tu le dis des fois. Toi, tu le dis. Ouais. Donc il y a une forme transgressive quand même encore maintenant. Encore C'est pas maintenant. usé. Parce qu'on a l'impression que hostie c'est complètement usé. Non, ça s'est détaché de son contexte d'origine, puis le mot est connoté de génération en transgression. génération. Oui. Moi, c'est la même chose. Moi, j'en dis des gros mots, je sacre, comme on dit chez nous, mais je parais comme lui, je veux pas, voyons donc, je veux pas que mes enfants le fassent. Ouais. Donc, en refusant, en les éduquant de cette façon-là, ben, eux, ils comprennent que c'est transgressif. Donc, ils vont sans doute commencer à l'utiliser. C'est d'ailleurs le verbe sacré. Oui, Pourquoi par le exemple, verbe ça. sacré? Oui, alors on parle C'est de sacré. jurer, hein. Oui. Ça, c'est de la langue classique. Alors c'est absolument, c'est vrai, c'est bien dit. On ne jure pas, on sacre. sacré. Voilà. Donc on s'attaque aux objets sacrés, aux rites, Avec aux les mots rituels anglais, sacrés. aussi, il y en a qui font mal. C'est un mot parfaitement français de la langue classique, hein, ça, Oui. pour dire. Mais d'ailleurs, je me rappellerai toujours, j'avais vu une caricature de Chapelot. C'est un monsieur dans un musée, et sous vide. Il y a un calice, un ciboire, Il y a une hostie. un hostie, puis il fait calice de ciboire d'hostie. C'est quoi ces trois choses-là? Qu'est-ce que c'est? Calice, ciboire d'hostie, c'est quoi ces choses-là? Oui. Mais donc, mais il faut aussi dire que les gens de ce quartier-là avaient une vitalité. Là. Moi, j'étais charmé quand j'étais jeune de voir l'inventivité qu'ils avaient, parce que c'était un endroit où il ne se passait rien. Donc, les gens devaient meubler les journées avec les conversations. Et c'était des champions de la conversation. Il y avait le tour de parler de rien, mais avec un... Langage fleuri. Là, oui, et ça, moi, ça me fascinait. Je m'assoyais, comme je disais, j'avais 11 ans. J'étais là, je les regardais, puis je me disais, mais c'est pas possible. Puis, L'inventivité. oui, oui. Et puis c'est drôle, oui. Yes, bar, est-ce que, je ne suis pas connaissante de ce terme, est-ce que c'était le nom de cette station de gaz ou est-ce que c'est un terme pour une station de gaz? C'était un terme, en tout cas, il y avait une tellement mauvaise traduction sur les paquets d'allumettes. On avait bar à essence. Bar à essence. C'est quand même spécial, bar à essence. Puis, c'était un... Gaz bar était embarqué dans le langage usuel, courant. Parce que la station-service, habituellement, quand on faisait référence à la station-service, il y avait une place de mécanique. Il y avait, on faisait un service à l'automobile, on changeait les pneus, changeait l'huile. Oui, mais le gas bar, c'était juste de l'essence. Juste de l'essence. Et ça a vraiment, c'est ce qui est disparu le premier.
pour les libres-services. Moi, quand on a fait les recherches pour faire le film, moi j'ai tourné donc le film en 2001. C'était écrit 3 sur Non, ça, c'est la sortie. La sortie du film, mais moi je le prépare. Je l'ai écrit en 2001, je dois le tourner en 2002. Mais je suis rendu à des affaires à 150 km de Montréal en train de chercher s'il ne resterait pas encore une enveloppe, un gaz-bar existant, il n'y en a plus. Mais une enveloppe qui n'a pas été démolie, que je pourrais utiliser. Et le problème, c'est que souvent, ces sols-là sont contaminés, on doit les laisser en jachère pendant 15-20 ans. Et là, moi, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Si on vient, là, on trouvait un endroit pas si mal, à Grand-Mère, à 200 km de Montréal. Et là, je me disais, mais là, il va falloir déplacer 60 personnes, les nourrir, les loger, parce qu'on ne va pas retourner. Ça fait qu'on a bâti, c'est un décor. La solution la plus simple, c'était de bâtir le lieu. Et ça, c'était génial, parce que quand j'ai vu les gens qui ont commencé à venir, moi, au début, je me demandais, est-ce que notre décor fonctionne? Et là, j'arrive le matin, il y a des voitures aux pompes à essence qui attendaient pour acheter de l'essence. Hey, ça marche! Je regarde puis là, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais c'est normal, regarde le prix, c'est le prix des années 60. Ah oui, c'est vrai, c'est un incitatif. Alors, juste à propos du mot bar à essence, dans la francophonie, je crois que c'est un mot qui a dû poser de grands problèmes, parce qu'au Sénégal, on a fini par trouver un autre mot pour le désigner, et c'est une essencerie. Une essencerie, effectivement. Une essencerie. Le bar à essence est devenu une essencerie. Qui a beaucoup plus de sens. Voilà, ça. Ouais. Je sais pas, ça a beaucoup plus de sens. C'était pour résoudre le problème de bar à essence. Moi, le bar, je ne comprenais pas, le référent au bar. C'est une essencerie. Comme il y a une épicerie, il y a une Oui, essencerie. une essencerie, oui. Et c'est Senghor qui avait proposé de faire le mot essencerie pour remplacer bar à essence. Dans ton film, c'était un peu un bar. Malheureux, oui, aux grandes dames de mon père, oui, il y avait des messieurs qui venaient boire. Mais juste l'aspect social, comme il y avait toujours des gens qui restaient tard la nuit. Il est tard jusqu'à... La fermeture était à 11h, mais il y en avait qui... En fait, les gens avaient nulle part à aller, donc c'était là. C'est sûr que mon père les tolérait. C'est sûr que j'ai fait un peu d'entorse à la réalité, parce qu'en réalité, il y avait plus tendance à venir faire ça, boire, puis parler fort, quand mon père n'était pas là. Mais là, pour les besoins de la scène, je l'ai fait parce que je voulais qu'il y ait l'inspecteur, puis... Je veux dire, comme dans ton film, ça a du sens, peut-être le mot lui-même, dans la culture québécoise, ça n'avait pas de sens, mais dans ton film, ça avait du sens. Ah non, ça avait du sens dans la culture québécoise. Comme tu dis, comme le mot bar, ça rentre pas, mais dans ton film, je pense que ça explique un peu le lieu. Mais en même temps aussi, Blues Bar, il y avait tout qui marchait aussi, ouais. Ça sonne bien, Gaz-Bar. Ça sonne bien comme nom, Gaz-Bar. Mais c'est assez spécial parce que j'étais pas sûr au début. Je me disais, mon Dieu, c'est un titre à consonance anglophone, Gaz-Bar Blues. En même temps, c'est tous des mots que les gens utilisent en français, en tout cas au Québec. Bon, le blues pour la musique, je ne connais pas d'équivalent, là. Si on, c'est le blues pour la musique. Oui. Mais c'est en même temps le blues pour la musique parce qu'il y en a un qui mais c'est le blues aussi d'un certain monde. Et voilà. C'est parce que, comme il dit au début, que tout le monde est malheureux. Oui. Juste une question. Nadia Comanchini, elle passe à un certain moment donné dans le film, mais très rapidement. Alors pourquoi? Sur la ligne du journal. Alors sur le journal, la page du journal, il y a Nadia Comanchini qui quitte la Roumanie. Allez, ok, oui, parce que... ok, oui. Comaneci. Parce que c'est elle ne le sait pas, mais c'est ma première amoureuse. 76, j'ai donc 12 ans. C'est les Jeux olympiques de Montréal. Et non, c'est pas ça la réponse. C'est que juste avant
Avant la chute du mur, C'est ça. on a, On a 88. c'est la Yougoslavie, c'est la Roumanie qui peut-être oui, c'est ça, hein? C'est ça. C'est ça, c'est la Roumanie qui. Nadia fuit. C'est ça. Et nous, parce que les Jeux Olympiques de 1976, les journalistes québécois ont suivi tous les faits et gestes De Nadia. de Nadia. C'est ça. Parce que on la Phénomène. considérait comme notre enfant. Parce qu'elle avait fait la perfection Tout à fait. à plusieurs appareils aux Jeux Olympiques de Montréal. C'est la première fois qu'on donne la note maximale. En fait. C'est ça. Et il y a un attachement émotif, on la considère comme une Québécoise, bizarrement. Donc on suivait tous ses faits et gestes. Et d'ailleurs, il vient de sortir un roman assez intéressant, là. Et une Québécoise qui vient de sortir un roman sur Nadia. Il y a eu un documentaire qui vient d'être fait sur elle aussi, il n'y a pas longtemps. C'est ça. Maude, c'est quoi le roman, tu le sais-tu? Non. Non? Ok, Mais maman, là, j'ai... c'est ça. Ouais. C'est pas la petite roumaine que je joue? Non, ils ont évité, il y a un truc assez... Pas la petite fille aux allumettes, là, mais c'est pas le même. Oui, oui. Donc, il ne voulait pas commenter. OK. C'est parfait. Ben moi, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous éclaire un peu sur le... Je ne suis pas un spécialiste du cinéma québécois, comme je le répète, je suis un cinéaste québécois, donc c'est comme ça que je peux vous en jaser. J'espère que ça vous intéresse. Le nom de ce roman, c'est La petite communiste qui ne souriait jamais. La petite communiste qui ne souriait jamais. Bravo, Nicole. Oui, Ouais. OK. Moi, j'ai harmonie le texte. Je viens de passer 3 mois en Roumanie. Ah, ouais. Juste avant d'arriver à Vidal. Ouais. Super. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, le général